Ma demi-sœur a menti, a dit à mes parents que j'étais une prostituée. Je l'ai exclue de mon mariage et j'ai coupé les ponts avec mes parents. Tout a commencé quand j'avais 17 ans, et je n'avais aucune idée qu'une simple vacance en famille allait littéralement ruiner ma vie. Ça paraît dramatique, mais crois-moi, ce n'est pas juste une petite rivalité entre sœurs. C'est à ce moment-là que ma relation avec ma famille a commencé à se dégrader, à cause de ma demi-sœur Léa. Elle avait 14 ans à l'époque, et on n'avait jamais été proches. Je ne dirais pas qu'on se détestait, mais on ne connectait tout simplement pas. Donc, on part en voyage dans une station balnéaire. C'était censé être des vacances relaxantes, sauf que je suis forcé de partager une chambre avec Léa. Je n'avais pas le choix, et je n'étais pas ravi, mais je me suis dit, peu importe, je survivrai. J'avais tort. Très tort. Léa avait cette attitude comme si elle était supérieure à tout le monde. Peut-être parce qu'elle était la petite dernière, ou peut-être parce qu'elle était juste comme ça. Mais dans tous les cas, elle a toujours été l'enfant doré aux yeux de mon père et de ma belle-mère. Pendant ce temps, moi, j'étais juste là. Pas vraiment le mouton noir, plutôt le mouton oublié. Il ne me détestait pas, mais il ne s'intéressait pas vraiment à moi non plus. Tu vois le genre. Après quelques jours à faire semblant d'être cordial, Léa et moi avons eu une énorme dispute. Je ne me rappelle même plus comment ça a commencé. Probablement quelque chose de stupide, comme moi utilisant sa brosse sans demander ou elle monopolisant la salle de bain, mais ça a dégénéré très vite. Avant même de m'en rendre compte, on se criait dessus, et elle m'a lancé un coussin comme une gamine de 10 ans en pleine crise. Après ça, elle m'a complètement ignoré. Pendant le reste du voyage, Léa n'a pas dit un seul mot. Pas de bonjour, pas de passe la crème solaire, rien. Elle faisait comme si je n'existais pas honnêtement, ça m'allait très bien. Je me suis dit, super, au moins je n'ai pas à la supporter. Mais le silence ne s'est pas arrêté une fois rentrée à la maison. Elle a continué à m'ignorer, comme si j'étais invisible. Au début, c'était juste bizarre. Je pensais qu'elle finirait par passer à autre chose. Elle avait 14 ans, après tout. Elle ne pouvait pas rester fâchée éternellement. Encore une fois, j'avais tort. Les choses sont devenues vraiment étranges quand elle a commencé à répandre des rumeurs à mon sujet. Je ne le savais pas à l'époque, mais Léa racontait à notre belle-mère et à mon père que j'étais, accroche-toi, une droguée et une prostituée. Oui, tu as bien lu. Elle disait que je vendais mon corps pour de l'argent et que j'étais accro aux drogues. Et le pire dans tout ça? Ils l'ont cru. Je ne l'ai découvert que quelques mois plus tard, mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà faits. Léa avait réussi à les convaincre que j'étais une catastrophe ambulante, et mon père et ma belle-mère ont commencé à changer d'attitude avec moi. Ils ne disaient rien ouvertement, mais je voyais bien leur comportement. Distant, froid, jugeant. Mon père à peine capable de me regarder, et ma belle-mère qui me surveillait comme un aigle à chaque fois que je sortais de la maison. Au début, je ne comprenais pas. Je ne faisais rien de mal. Oui, j'avais fumé de l'herbe 1 ou 2 fois à des fêtes, mais je n'étais pas une droguée. Et j'étais sorti avec quelques garçons, mais rien qui ressemblait de près ou de loin à ce dont Léa m'accusait. Mais peu importe ce que je faisais, mes parents étaient persuadés que j'étais une adolescente rebelle et destructrice. Tout a explosé le soir où mon père m'a confronté. J'étais simplement assise dans ma chambre quand il a débarqué en hurlant que je détruisais la famille, que je devais remettre ma vie en ordre. Je ne comprenais rien, alors je lui ai demandé de quoi il parlait. C'est là qu'il m'a lâché la bombe. Il m'a dit que Léa lui avait avoué m'avoir vu sortir en douce la nuit, rencontrer des inconnus et prendre de la drogue. Ma première réaction a été de rire tellement c'était ridicule. C'était une blague, non? Non. Il était mort sérieux. Et plus il parlait, plus je réalisais que ce n'était pas juste un malentendu. Il la croyait vraiment. J'ai essayé de me défendre, de lui expliquer que Léa mentait, que rien de tout cela n'était vrai. Mais il ne voulait rien entendre. Il m'a accusé d'être irrespectueuse, m'a dit que je devais me ressaisir ou qu'il finirait par me mettre dehors. C'est là que j'ai compris que rien de ce que je dirais ne changerait leur opinion. Léa avait empoisonné leur esprit, et il n'y avait rien à faire. Les choses ont empiré. Ma belle-mère a commencé à me traiter comme une criminelle. Elle fouillait mes affaires quand je n'étais pas là, cherchant de la drogue ou n'importe quelle preuve de ce que Léa racontait. Je me sentais épié 24 heures sur 24, ce qui m'a rendu paranoïaque. Chaque fois que je rentrais, je me demandais si c'était le jour où ils allaient finalement me jeter dehors. Pendant ce temps, Léa faisait comme si de rien n'était. Elle m'ignorait toujours, mais parfois je la surprenais en train de sourire en coin, comme si elle était fière de ce qu'elle avait fait. Je n'en revenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi elle me faisait ça, mais je savais une chose, je ne pouvais plus lui faire confiance. Très vite, j'ai commencé à sombrer. Comment ne pas le faire? Toute ma famille me prenait pour une dépravée, et personne n'était de mon côté. Je me suis isolé, je restais dans ma chambre autant que possible. Je n'avais pas beaucoup d'amis, alors je ne pouvais parler à personne de ce qui se passait. J'étais complètement seul. Avec du recul, j'aurais dû partir bien plus tôt. Faire mes valises et les laisser derrière moi. Mais j'avais peur. Je n'avais nulle part où aller, et j'étais encore à l'école. Alors je suis resté, espérant que ça finirait par s'arranger. Mais ce n'est jamais arrivé. Au contraire, c'est devenu pire. Après toutes ces rumeurs,
mes parents ont complètement perdu foi en moi. Mon père ne cherchait même plus à comprendre, il se contentait de me sermonner encore et encore, parlant de ma vie gâchée et du fait que j'étais une déception. J'ai tout essayé, les discussions calmes, les explications, la vérité. Rien à faire. Il n'écoutait pas. Ma belle-mère m'a même dit, pourquoi Léa mentirait-elle? Qu'est-ce qu'elle aurait à y gagner? Et là, je n'avais pas de réponse. Je ne pouvais pas comprendre moi-même pourquoi Léa me détruisait comme ça. Le pire? Léa continuait de sourire chaque fois qu'elle me croisait. Un sourire satisfait, comme quelqu'un qui sait qu'elle a gagné. Elle savait comment manipuler mes parents, et elle en profitait. Et plus je tentais de me défendre, plus ils étaient convaincus que j'étais le problème. À un moment donné, j'ai simplement arrêté de parler. À quoi bon? Ils n'allaient jamais me croire, alors pourquoi continuer à essayer de me justifier? Je rentrais de l'école, allais directement dans ma chambre, et j'essayais de les éviter autant que possible. Je commençais à me sentir comme une étrangère dans ma propre maison, et honnêtement, je ne savais même plus si je voulais continuer à y vivre. Mais à 17 ans, j'étais censé aller où? Je n'avais pas d'amis chez qui dormir, et je n'avais pas d'argent de côté parce que mon père prenait une partie de mon salaire de job à temps partiel pour les dépenses de la maison. Puis est venu le point de rupture. Un soir, je suis rentré plus tard que d'habitude parce que j'étais resté à l'école pour finir un projet. Dès que j'ai passé la porte, mon père était là, m'attendant, l'air prêt à exploser. Sans même me laisser parler, il a commencé à hurler, « Où étais-tu? C'est quoi ton problème à traîner comme ça ?» J'étais complètement perdu. Je lui ai dit que je travaillais sur un projet scolaire, mais il ne m'a pas cru. Il est parti dans un long monologue sur le fait qu'il savait que je mentais et que Léa lui avait dit m'avoir vu partir avec un gars plus tôt. C'est là que j'ai craqué. Je veux dire, combien de mensonges allait-elle encore inventer? Combien de dégâts allait-elle encore causer avant qu'il voie enfin ce qui se passait vraiment? J'ai crié moi aussi, lui disant que Léa racontait n'importe quoi, qu'elle inventait tout juste pour me pourrir la vie. Mais mon père ne voulait rien entendre. Il s'est approché de moi, et pour la première fois, j'ai vraiment cru qu'il allait me frapper. Ses poings étaient serrés, il tremblait de rage, comme s'il allait perdre le contrôle d'une seconde à l'autre. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit ensuite, mais quoi que ce soit, ça l'a fait basculer. Il a levé la main comme s'il allait me frapper, mais au lieu de ça, il l'a abattu sur le comptoir de la cuisine si fort que j'ai cru qu'il l'avait cassé. Puis il a dit, d'une voix basse et froide, ce qui était encore plus terrifiant, « Sors de ma maison. Je ne peux même plus te regarder. Tu es une honte. » Je suis resté planté là quelques secondes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il me mettait vraiment dehors? Juste comme ça? À cause de mensonges? Je suis monté, j'ai pris quelques affaires, et je suis parti sans dire un mot à Léa. Je ne pouvais même pas la regarder. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Tout ce à quoi je pensais, c'était qu'une gamine de 14 ans avait réussi à retourner toute ma vie, et que je ne pouvais rien y faire. Je suis resté quelques jours chez une amie. Elle ne connaissait pas toute l'histoire, mais assez pour me laisser rester le temps que je me débrouille. Mon père n'a pas appelé. Ma belle-mère n'a pas appelé. Et Léa? Bien sûr que non. C'était comme s'ils m'avaient effacé de leur vie du jour au lendemain. J'ai fini par trouver un appartement miteux avec le peu d'argent que j'avais. Et pendant un moment, je n'ai même pas pensé à ma famille. J'essayais juste de survivre. Ce n'était pas facile, mais au moins je n'étais plus dans cette maison. Je n'avais plus à subir leurs accusations. Plus à supporter le sourire satisfait de Léa, comme si elle avait gagné un jeu malsain. Pendant quelques mois, ce fut le silence total. Aucune nouvelle de mes parents. Honnêtement, une partie de moi espérait que, avec le temps, ils réaliseraient qu'ils avaient eu tort, que Léa avait menti, et qu'ils finiraient par me contacter pour s'excuser. Mais non. Rien. Puis, d'un coup, je reçois un message de l'ex-petite amie de Léa. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à Léa. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle ne faisait plus partie de ma vie, et j'étais honnêtement beaucoup plus heureuse comme ça. Alors quand ce gars m'a écrit, je ne savais pas du tout quoi m'attendre. Ce qu'il m'a dit, ça a tout changé. Apparemment, Léa s'était saoulée un soir, vraiment saoulée, et au milieu d'une dispute avec son petit ami, elle avait tout avoué. Elle avait admis avoir menti à propos de moi toutes ces années. Et pas de petits mensonges, non, des mensonges énormes. Elle avait confessé avoir inventé de toutes pièces l'histoire comme quoi j'étais une prostituée et une droguée, par jalousie. Et le plus ridicule? Elle était jalouse parce qu'elle pensait que j'attirais trop l'attention des garçons. Je suis resté là, à regarder mon téléphone, incapable de digérer ce que je venais de lire. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Toutes ces années perdues, toute ma vie détruite, ma famille qui me traitait comme une moins que rien, tout ça parce qu'une gamine était jalouse d'une broutille d'adolescente? Je ne savais même plus quoi ressentir. Une partie de moi avait envie de rire tellement c'était absurde. Mais surtout, j'étais en colère. Vraiment en colère. Je repensais à toutes les fois où j'avais essayé de me défendre, à toutes les fois où j'avais supplié mon père et ma belle-mère de me croire, à toutes les nuits où je pleurais seul dans ma chambre, convaincu que toute ma famille s'était retournée contre moi pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Et pourquoi? Parce que Léa ne supportait pas que des garçons me regardent? C'était irréel. Maintenant j'avais cette confession.
Une preuve que Léa avait menti tout ce temps. Son ex m'a même dit qu'il pouvait m'appuyer si je voulais la confronter ou prévenir mes parents. Mais honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait courir jusqu'à chez mon père et lui jeter ça au visage, en mode, tu vois, j'avais raison. Mais l'autre partie était juste fatiguée. Fatiguée de toute cette histoire. Fatiguée d'essayer de leur faire voir la vérité alors qu'ils n'avaient clairement jamais cherché à comprendre par eux-mêmes. J'ai réfléchi quelques jours. Puis j'ai décidé. Je n'ai pas confronté Léa. Je n'ai rien dit à mes parents. Je n'ai rien fait. À quoi bon? Oui, je pourrais leur montrer la preuve, et peut-être qu'ils s'excuseraient. Mais est-ce que ça réparerait tout ce qu'ils m'ont fait vivre? Est-ce que ça me rendrait mes années perdues? La réponse était non. Alors j'ai laissé tomber. J'ai bloqué le numéro de l'ex de Léa, supprimé le message, et j'ai essayé de passer à autre chose. Ou plutôt, j'ai essayé. Parce que même si je ne faisais rien de cette confession, elle restait dans un coin de ma tête. Comme un énorme chapitre non résolu. Et chaque fois que je pensais enfin avoir tourné la page, quelque chose me rappelait ma famille, et la colère revenait aussitôt. C'est difficile à expliquer, mais c'était comme si une partie de moi voulait encore une forme de justice, même si je savais que je ne l'aurais jamais. À ce moment-là, j'étais en train de reconstruire ma vie. J'avais un boulot correct, un appartement pas génial mais à moi, et j'avais rencontré quelqu'un. Kyle. Il était exactement ce dont j'avais besoin, gentil, attentionné, et surtout, sans aucun lien toxique avec mon passé. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir quelque chose de bon dans ma vie. Kyle savait que j'avais des problèmes familiaux. Je ne lui avais pas tout raconté, mais assez pour qu'il comprenne pourquoi je n'étais plus proche d'eux. Il ne me forçait jamais à parler, et j'appréciais ça. Il comprenait que j'essayais d'avancer. Et il était simplement heureux de faire partie de cette nouvelle étape de ma vie. Nous sortions ensemble depuis environ un an quand toute cette histoire de confession de Léa est arrivée, et Kyle a été mon pilier pendant tout ce temps. Mais même avec son soutien, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment que quelque chose restait inachevé. Mes parents ne m'avaient jamais recontacté depuis mon départ. Pas une seule fois. Pas d'appel, pas de message, rien. Et même si je voulais faire semblant de ne pas m'en soucier, je m'en souciais. Je détestais ça, mais c'était plus fort que moi. C'était ma famille, et malgré tout ce qu'ils m'avaient fait, je voulais encore une forme de clôture. Je ne savais juste pas comment l'obtenir. Puis, sans prévenir, mon père m'a appelé. Au début, je n'ai même pas reconnu le numéro tellement ça faisait longtemps. Quand j'ai décroché, il y a eu ce long silence gênant, comme s'il ne savait pas quoi dire. Puis il s'est raclé la gorge et a dit « Il faut qu'on parle ». Il y a quelques années, j'aurais sauté sur l'occasion. J'aurais été prête à tout balancer, à exiger des excuses. Mais maintenant, je ne savais même pas si je voulais entendre ce qu'il avait à dire. La curiosité a quand même pris le dessus, alors j'ai accepté qu'on se voie pour un café. Quand je l'ai vu, c'était comme rencontrer un inconnu. Mon père avait l'air plus vieux, plus épuisé. Et cette tension entre nous rendait la rencontre encore plus étrange. On a discuté de tout et de rien, pas de sujets importants. Puis il est enfin passé à l'essentiel. Il m'a dit que Léa lui avait tout avoué. Les mensonges, la jalousie, toute l'histoire. Et d'un coup, toute la colère que je retenais depuis des années est revenue d'un bloc. Il m'a dit qu'il était désolé. Qu'il n'arrivait pas à croire qu'il avait été aussi aveugle. Qu'il regrettait tout. Qu'il aurait aimé m'écouter. Mais voilà le problème, ça ne m'a rien fait. Ça n'effaçait pas ce qu'il avait fait. Ça ne changeait pas le fait qu'il m'avait abandonné au moment où j'avais le plus besoin de lui. Et même s'il voulait réparer les choses, je savais qu'il était trop tard. Je lui ai dit que j'appréciais ses excuses, mais que je n'étais pas certaine de pouvoir lui pardonner. Et tu sais quoi? Il n'a même pas essayé de me convaincre du contraire. Il a juste hoché la tête, comme s'il savait qu'il m'avait déjà perdu. On est resté là, en silence, pendant un moment. Quand on s'est finalement dit au revoir, ça sonnait comme un adieu. Calme, sans drame, mais définitif. Quelques années plus tard, la vie allait enfin bien pour moi. J'avais laissé derrière moi tout ce chaos familial, du moins, c'est ce que je croyais. J'étais fiancé à Kyle, et on préparait notre mariage. Tout aurait dû être parfait. Mais avec ma famille, rien n'est jamais simple. J'avais décidé très tôt que Léa ne serait pas invitée. Après tout ce qu'elle m'avait fait, pourquoi l'aurais-je là? Je ne voulais pas d'énergie négative le jour le plus important de ma vie. Kyle était d'accord, et j'avais l'impression d'enlever un poids énorme de mes épaules. On envoyait les invitations, les préparatifs avançaient parfaitement. J'ai même décidé d'inviter mon père et ma belle-mère. Malgré toute la douleur du passé, une petite partie de moi espérait encore que peut-être nous pourrions redevenir une famille. Mais évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu avec eux. Tout a commencé par un appel de mon père. Je me souviens d'avoir regardé l'écran, vu son nom, et ressenti un mélange étrange d'excitation et de peur. Je pensais qu'il appelait pour parler du mariage. Peut-être pour aider. Je ne sais pas. J'avais encore ce mince espoir de normalité. J'avais tort. « Salut », a-t-il dit, avec une voix beaucoup trop rigide, comme s'il essayait trop de paraître détendu. « Il faut qu'on parle du mariage. » J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment. « Oui, qu'est-ce qu'il y a »
Long silence. Puis j'ai entendu sa respiration profonde. Je savais que ce qui allait suivre n'allait pas être bon signe. Léa demande pourquoi elle n'a pas reçu d'invitation. Tout mon corps s'est crispé. Bien sûr que c'était à propos de Léa. C'était toujours à propos de Léa. Elle n'est pas invitée, ai-je dit, essayant de garder un ton posé. Je ne veux pas d'elle à mon mariage, papa. Et là, il a lâché la bombe. Si Léa n'est pas invitée, je ne peux pas venir non plus. Je suis resté sans voix. Choqué. Il me donnait un ultimatum. Inviter la sœur qui avait détruit ma vie, ou perdre mon père le jour de mon mariage. Je n'arrivais pas à y croire. Au début, je n'arrivais même pas à trouver mes mots. Comment est-ce que c'était juste, franchement? Je comprends qu'il ne veuille pas choisir entre ses enfants, mais Léa n'était pas juste une sœur avec qui j'avais eu une petite dispute. Elle avait littéralement détruit ma relation avec toute ma famille, et il s'attendait à ce que je lui pardonne et que je l'invite à mon mariage? Impossible. Tu es sérieux? Là, ai-je fini par dire. Je sentais ma voix trembler, non pas de tristesse, mais de rage pure. Tu dois comprendre, a-t-il répondu, bien trop calme pour quelqu'un qui venait de me poser un ultimatum monumental. Léa est vraiment désolée. Elle essaie de réparer les choses. C'est à ce moment-là que j'ai explosé. Réparer les choses? Tu te moques de moi? Elle a ruiné ma vie, papa. Elle a menti en disant que j'étais une prostituée et une droguée, et vous l'avez cru. Et maintenant tu veux que je l'invite comme si rien ne s'était passé? Il a essayé de me calmer, parlant de « famille », de « pardon », de comment Léa avait changé, mais je n'entendais plus rien. J'étais tellement en colère que je voyais flou. Ce n'était même plus vraiment à propos de Léa. C'était à propos de mon père, encore une fois, en train de la choisir, elle, au lieu de moi. Comme toujours. Peu importe ce qu'elle faisait, elle restait l'enfant chéri. Et moi, j'étais celle qui devait s'adapter, pardonner, encaisser. Alors je lui ai dit, si tu ne peux pas venir à mon mariage sans elle, alors ne viens pas du tout. Et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Je tremblais tellement j'étais en colère. Et pourtant, ça faisait mal. Très mal. Je pensais sincèrement qu'après tout ce temps, on pourrait avoir une relation normale. Mais non. Encore une fois, j'étais mise de côté. Et Léa, elle, recevait toute l'attention. Quand j'ai raconté la conversation à Kyle, il était furieux. Il n'arrivait pas à croire que mon père me mette dans une situation pareille. Tu ne dois rien à Léa, répétait-il. Tu mérites mieux que ça. Et il avait raison. Je méritais mieux. Je ne méritais pas que mon propre mariage soit transformé en drame familial parce que mon père refusait d'assumer ses choix. Les jours suivants, j'ai reçu plein de messages de ma belle-mère, réfléchis. Léa est de la famille. Elle est désolée. Blablabla. J'ai ignoré tous les messages. Je ne flanchais pas. C'était mon mariage, et je n'allais pas laisser Léa le gâcher comme elle avait gâché tout le reste. Mais 2 semaines plus tard, mon père s'est pointé devant mon appartement. Je ne m'y attendais pas. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli la lui refermer au nez. Mais il avait l'air si fatigué, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Et une petite partie de moi voulait entendre ce qu'il avait à dire. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-il dit tout de suite. Je veux juste parler. Je l'ai laissé entrer. On s'est assis. Pendant 1 minute, personne n'a parlé. Un silence tellement lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Puis il a parlé. Je sais que j'ai fait des erreurs, a-t-il dit en fixant ses mains, incapable de me regarder. Mais j'essaie d'arranger les choses. Je ne veux pas te perdre. Je n'ai rien répondu. J'étais trop en colère pour faire confiance à mes propres mots. Je sais que Léa t'a fait du mal, a-t-il continué. Je ne te demande pas de lui pardonner. Mais c'est ma fille. Je ne peux pas l'effacer de ma vie. J'avais envie de hurler. Pourquoi c'était toujours à propos de Léa? Pourquoi ne voyait-il pas que j'étais celle qui avait été blessée, j'étais celle qui méritait son soutien? Je ne te demande pas de la couper de ta vie, papa, ai-je finalement dit. Je te demande juste de me choisir, moi, pour une fois. J'ai passé toute ma vie à passer après elle. Et si tu ne peux pas venir à mon mariage sans la mener, alors peut-être que tu ne mérites pas d'y être. Il n'a rien répondu. Il s'est simplement levé, a hoché la tête, et est parti. Et voilà. Il n'est pas venu à mon mariage. Ma belle-mère non plus. Léa, évidemment, n'était pas invitée. Et honnêtement, ça m'a fait mal. Très mal. Mais en même temps, c'était la première fois de ma vie que je me choisissais, moi. Que je me tenais debout pour défendre ma propre dignité. Le jour du mariage est arrivé. Et laisse-moi te dire, c'était le plus beau jour de ma vie, même sans mon père et ma belle-mère. Je pensais que leur absence rendrait tout plus triste, que ça planerait au-dessus de moi comme un nuage noir. Mais quand j'ai traversé l'allée au bras du frère de Kyle, entouré de gens qui m'aimaient vraiment, j'ai compris quelque chose. Je n'avais pas besoin d'eux. J'avais passé des années à attendre que mon père me choisisse, qu'il voie ma valeur. Mais à cet instant précis, je savais que j'étais mieux sans son amour conditionnel. Kyle était magnifique, et quand je l'ai vu à l'hôtel, toute la colère, tout le stress que je portais depuis des années se sont évaporés. Je ne pensais plus à Léa, ni à mon père, ni au passé. Je pensais à mon avenir. À ma nouvelle vie. À la liberté. Après le mariage, le calme est revenu. Pas de nouvelles de mon père, ce que je n'attendais pas,
De toute façon. Il avait fait son choix, les sentiments de Léa comptaient plus que les miens. Et je n'allais plus courir après lui. J'avais Kyle, sa famille, nos amis. Ils étaient une famille bien meilleure que la mienne ne l'avait jamais été. Mais évidemment, rien ne reste calme très longtemps avec ma famille. Environ un mois après le mariage, je reçois un message de ma belle-mère. C'était un long message confus où elle disait qu'il s'ennuyait de moi et qu'il voulait arranger les choses. Elle parlait encore et encore de combien Léa était désolée, et que je devais passer à autre chose pour le bien de la famille. J'ai presque éclaté de rire en le lisant. Après tout ce qui s'était passé, il ne comprenait toujours pas. Il croyait encore que tout cela pouvait être balayé sous le tapis, comme si des années de mensonges et de manipulation n'étaient pas un problème. Comme si je devais pardonner à Léa simplement parce qu'elle disait être désolée. Sauf que, elle ne m'avait jamais dit qu'elle était désolée. Elle ne m'avait jamais contacté, jamais envoyé un message, jamais reconnu la douleur qu'elle m'avait causée. Et pourtant, il s'attendait à ce que je tourne la page. Au début, j'ai ignoré le message. Je ne voulais pas m'en occuper. Je me suis dit que si je ne répondais pas, il comprendrait peut-être enfin qu'il devait me laisser tranquille. Mais une semaine plus tard, j'en ai reçu un autre, cette fois de mon père. Court, direct. Tu nous manques. Parlons. Une partie de moi avait envie de hurler. Pourquoi c'était toujours à moi de réparer les choses? Pourquoi est-ce que c'était à moi de faire la paix alors que c'était eux qui m'avaient blessé? Je leur avais donné tellement de chance. Et à chaque fois, ils m'avaient déçu. J'en avais assez de devoir être celle qui recolle les morceaux. Je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas faire semblant que tout allait bien alors que rien n'allait. Alors j'ai décidé de les couper définitivement de ma vie. J'ai bloqué leurs numéros, je les ai supprimés des réseaux sociaux, et j'ai décidé que c'était terminé. Plus aucun contact. Plus aucune seconde chance. C'était difficile au début parce que, au fond de moi, j'espérais toujours qu'il changerait un jour. Que peut-être mon père finirait par comprendre que je méritais mieux. Mais plus j'y pensais, plus je réalisais que ça n'arriverait jamais. Il ne me choisirait jamais. Il l'avait prouvé quand il m'avait donné cet ultimatum à propos de Léa. Kyle m'a énormément soutenu dans tout ça. Il me répétait que je prenais la bonne décision, que je ne leur devais rien, que j'avais le droit d'être heureux sans leur toxicité dans ma vie. Et il avait raison. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de contrôler mon propre bonheur. Je n'attendais plus l'approbation de mon père. Je n'attendais plus les excuses de Léa. Je vivais pour moi. Et c'était libérateur. Mais évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Mon père a découvert que je l'avais bloqué, et c'est là que les emails ont commencé. De longs messages émotionnels disant que je détruisais la famille, que mon refus de pardonner Léa lui brisait le cœur. Il parlait de l'importance de la famille, de comment j'étais injuste envers Léa en ne lui donnant pas une chance de se racheter. J'ai failli ne pas répondre. J'ai failli effacer l'email et continuer ma vie. Mais quelque chose en moi a craqué. J'en avais assez d'être la méchante dans leur histoire, assez d'être celle qui devait pardonner et oublier pendant que continuer comme si rien ne s'était passé. Alors j'ai répondu. Je lui ai tout dit. Tout ce que je retenais depuis des années. Que j'avais été blessé qu'il ne me croit pas. À quel point je m'étais senti abandonné quand il avait choisi les mensonges de Léa plutôt que sa propre fille. Que j'avais souffert pour quelque chose que je n'avais jamais fait. Je lui ai dit que Léa avait détruit ma vie, et qu'aucun, pardon, ne réparerait ça. Je lui ai dit que je ne voulais plus faire partie de cette famille, parce qu'en réalité, je n'en avais jamais vraiment fait partie. Ils avaient choisi Léa, et c'était très bien. Mais moi, je n'allais plus faire semblant. Plus prétendre que je pouvais passer à autre chose, alors que ce n'était pas le cas. Ça m'a soulagé d'écrire tout ça, même si je savais que ça ne changerait rien. Mon père n'a jamais répondu. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Il avait fait son choix depuis longtemps. Et maintenant, je faisais le mien. Le couper de ma vie a été l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. Mais aussi l'une des meilleures. Pour la première fois, je ne vivais plus dans l'ombre des mensonges de Léa. Je ne courais plus après l'approbation de mon père. Je ne tentais plus de réparer une famille qui ne l'avait jamais été pour moi. J'étais libre. Kyle et moi allons très bien aujourd'hui. On commence à penser à l'avenir, peut-être même à avoir des enfants un jour. Et je sais que quoi qu'il arrive, je ne laisserai jamais mon passé définir ma vie. J'ai une famille maintenant. Une vraie. Avec des gens qui m'aiment et me soutiennent réellement. Et ça suffit largement. Alors oui, couper les ponts avec eux n'a pas été facile. Mais ça en valait la peine. Parfois, il faut laisser partir les gens qui te blessent, même si c'est ta propre famille. Parce qu'au final, ta paix intérieure vaut plus que leurs attentes. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Mise à jour 1. Un an après avoir coupé les ponts avec ma famille, je pensais en avoir fini avec eux. Vraiment. La vie était belle. Très belle même. J'avais Kyle. On parlait d'emménager ensemble. Et pour la première fois, je ne me réveillais plus chaque jour avec le stress du drame familial. J'avais enfin atteint un stade où je pouvais juste être heureuse. Mais un jour, sans prévenir, une nouvelle m'est tombée dessus. Un truc auquel je ne m'attendais pas du tout. Je faisais défiler mes réseaux sociaux, tranquille, quand j'ai reçu un message d'une ancienne connaissance, quelqu'un qui connaissait Léa. On n'avait pas parlé depuis une éternité,
donc je ne savais pas pourquoi elle me contactait. Au début, j'ai pensé qu'elle voulait simplement prendre des nouvelles. Mais non. Le message était simple et direct. « Hey, tu as entendu pour Léa ? Laisse-moi te dire, ce n'est pas le genre de message qu'on ignore, même quand on veut absolument rester loin des histoires de famille. » Alors, même si tout en moi criait « Ne te mêle pas de ça », j'ai répondu « Non, qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Le message suivant m'a frappé comme une brique. Elle est en rehab. Elle est devenue accro à la drogue et elle a essayé de se suicider. Je me souviens être resté là, à regarder mon téléphone, incapable de comprendre ce que je venais de lire. Léa. Rehab. Tentative de suicide ? Ça n'avait aucun sens. Léa avait toujours été l'enfant parfaite, celle qui ne faisait jamais de vagues, celle que tout le monde croyait sans hésiter. C'était elle qui avait ruiné ma vie avec ses mensonges, et maintenant ça ? Apparemment, après que j'ai coupé les ponts avec ma famille, les choses avaient commencé à se dégrader pour Léa. Elle avait fréquenté de mauvaises personnes, avait commencé à expérimenter des drogues, et ça avait dégénéré très vite. Ce n'était pas juste 2-3 soirées un peu trop arrosées. Non. C'était du lourd. Des cachets, de l'héroïne, tout ce sur quoi elle pouvait mettre la main. Ça avait empiré au point qu'elle avait touché le fond et tenté de mettre fin à ses jours. Ses parents, mon père et ma belle-mère, l'avaient retrouvée juste à temps. Ils l'avaient emmenée d'urgence à l'hôpital, et après qu'elle se soit remise physiquement, ils l'avaient placée dans un centre de désintoxication. Ils essayaient de garder tout ça secret, pour protéger sa réputation, mais dans une petite ville, rien ne reste secret longtemps. Les ragots vont plus vite que la lumière. Je lisais tous ces messages avec un mélange d'émotions impossible à décrire. D'un côté, j'étais triste pour elle. Je ne souhaiterais ça à personne. Je ne voulais pas que Léa meure, et apprendre qu'elle avait tenté de se suicider, c'était dur à encaisser. Mais de l'autre côté, une partie de moi ne pouvait pas s'empêcher de penser, karma. Je sais, ça sonne cruel. Mais après tout ce que Léa m'avait fait, après avoir détruit ma relation avec ma famille, après m'avoir traîné dans la boue pendant des années, c'était difficile de ne pas voir ça comme une sorte de retour de bâton cosmique. Elle avait retourné ma vie sens dessus-dessous. Et maintenant, son petit monde parfait s'effondrait. On aurait dit que l'univers reprenait l'équilibre. Je n'ai pas contacté ma famille après avoir appris la nouvelle. Je n'allais pas replonger dans ce chaos, même si la situation de Léa était catastrophique. Ils avaient fait leur choix quand ils avaient cru ces mensonges et m'avaient traité comme une moins que rien. Je n'allais pas rouvrir cette porte juste parce que les choses s'écroulaient pour eux. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message du même ami commun. Ils m'ont dit que mon père et ma belle-mère avaient du mal à gérer la rehab de Léa et voulaient me contacter. Ils pensaient que je pouvais aider, que je pourrais être là pour la famille pendant cette période difficile. Je n'en revenais pas. Après tout ce qu'ils m'avaient fait. Après avoir choisi Léa, après m'avoir rejeté, après avoir cru les pires choses à mon sujet, maintenant ils voulaient que je revienne jouer à la famille heureuse parce que Léa avait touché le fond ? Hors de question. Je suis resté longtemps à fixer le message, en essayant de décider quoi faire. Une partie de moi voulait répondre et leur dire exactement où ils pouvaient se mettre leur demande d'aide. Mais une autre partie s'en fichait complètement. Je n'avais plus besoin de leur validation. Je n'avais plus besoin de hurler ou de me mettre en colère. J'avais avancé. Et je n'allais pas les laisser me ramener dans leur chaos. Alors je n'ai pas répondu. J'ai bloqué l'ami commun. Et j'ai continué ma vie.